invitation. Donc ça fait très plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. En effet, il a été évoqué que ça n'était pas la première fois. Le 3 novembre 2015, j'avais parlé ici de Goethe et Madame de Staël, et c'était 2 ans avant la grande exposition que l'on préparait sur Goethe et la France. C'était Martina Priebe qui avait la présidence à l'époque. Et puis, le 26 janvier 2021, Napoléon et Goethe, c'était le cycle Napoléon que Anne Bandel, ici présente, avait monté et que de façon acrobatique, entre les gouttes du Covid, nous avions pu, dans une salle quasi vide, comme les règles sanitaires l'imposaient, que nous avons pu prononcer quand même. Et je reconnais quelques personnes qui étaient là, passées entre les gouttes, et évidemment qu'on aimerait ne plus connaître cette situation trop rapidement. Je remercie beaucoup d'ailleurs la présidente Anne Bandel d'avoir monté ce cycle sur les best-sellers. Je remercie beaucoup sa successeuse, Lone Le Floch Anderson, d'avoir continué avec l'organisation et la mise sur pied de ces conférences. Donc, un best-seller incontesté, mais ce n'est pas un best-seller oublié, c'est La Nouvelle Héloïse. Et donc, j'en ai donné une édition revue et corrigée sur celle de René Pommeau au Classique Garnier. C'est un livre colossal, on aura beaucoup à en parler ce soir, parce que c'est par rapport à ce livre que celui dont je vais parler est en émulation. Sur La Nouvelle Héloïse, et c'est un des témoignages comme quoi il n'est pas oublié du tout, j'ai sorti moi-même un ouvrage de 500 pages, toujours aux éditions Classique Garnier, au tout début de l'année, et il aurait été évidemment facile pour moi de parler de cet univers qui est très, très familier. Maintenant, précisément, comme il y a eu beaucoup d'événements qui étaient associés à la sortie de La Nouvelle Héloïse, et notamment, il était prévu que j'en parle à Livre à Collonges, avant que l'on recentre plus précisément sur le thème choisi de la liberté. J'ai voulu prendre un sujet original et en quelque sorte paradoxal, puisqu'il s'agit de tout le contraire d'un best-seller. Il est oublié quand même, mais c'est un livre, me semble-t-il, injustement oublié, et c'est de façon injuste qu'il n'a pas été un succès. C'est également un Genevois, François Verne, et qui est ici en dialogue serré avec son modèle qui est Jean-Jacques Rousseau. Alors on peut dire, c'est aussi un roman épistolaire, donc La Nouvelle Héloïse, c'est peut-être avec Les Liaisons dangereuses de Laclos, le roman épistolaire le plus célèbre du siècle. La Nouvelle Héloïse, c'est 1761. Tenez-vous bien, c'est 72 éditions entre sa sortie en 1761 et l'année 1800. 72 éditions jusqu'en 1800. C'est donc un best-seller, c'est à peu près unique au XVIIIe siècle, un succès pareil. Les Liaisons dangereuses seraient impensables sans La Nouvelle Héloïse 20 ans plus tôt, et c'est donc en 1782 que ça paraît. En revanche, Adélaïde de Clarencé, ou Les malheurs et les délices du sentiment, lettres écrites des rives lémentines, recueillies et publiées par M. François Verne de Genève, une seule édition, et qui ne s'est sans doute pas très bien vendue, mais un livre extrêmement touchant et que je suis heureux
de vous faire découvrir ce soir. Je voudrais dire qu'il y a une personne spécialiste de Madame de Staël et du Cercle de Coppet, Catriona Seth, qui est venue plusieurs fois parler ici, avec qui j'ai collaboré dans un ouvrage collectif sur les sources et la postérité de la Nouvelle Héloïse. Pour ma part, j'ai fait une contribution sur les métamorphoses d'Ovide dans la Nouvelle Héloïse, donc plutôt les sources. Et Catriona Seth s'est occupée de façon pionnière d'Adélaïde de Clarencé. C'est donc elle qui est en quelque sorte la découvreuse principale de ce texte. Son essai est publié dans ce collectif Sources et postérité de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, le modèle de Julie. On avait fait ça en 2014. Et d'autre part, elle a repris son texte, Catriona, et vous savez peut-être qu'elle est professeure à Oxford. Elle l'a développé en langue anglaise. Alors, je voudrais préciser que après la mort de Jean-Jacques Rousseau en 1778, c'est au fond 1786, on a deux personnages, Madame de Staël et François Verne, qui vont se révéler des disciples de Rousseau et qui vont écrire assez rapidement sur son texte. Alors, je regarde juste, voilà. Donc, Madame de Staël est née en 1766, elle a 20 ans quand elle publie des lettres sur Jean-Jacques Rousseau. C'est à Paris, elle est fille de Jacques Necker, et c'est donc destiné au public parisien. C'est un moment où Jean-Jacques Rousseau fait l'objet de grandes controverses ici à Genève. Par contre, sa présentation est l'une des premières grandes présentations synthétiques de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Là, il s'agit de lettres sur Jean-Jacques Rousseau, et la seconde de ces lettres est une lettre sur la Nouvelle Héloïse. Donc 1786, Madame de Staël relève que Jean-Jacques Rousseau fait avancer la condition de la femme en lui assignant d'autres tâches que simplement de participer au bonheur de son époux, de l'éducation de ses enfants. Il s'agit d'être un exemple de façon plus générale pour tout son entourage, et Julie, par son rayonnement, est en quelque sorte l'inspiratrice de la communauté de Clarence qu'elle inspire. Par contre, Madame de Staël relève qu'il y a des échecs qui sont aussi très présents dans ce roman, et notamment la tentative de renoncer à son amour de jeunesse. Donc vous savez que le père, le baron d'Étanges, interdit à Julie d'épouser son précepteur Saint-Preux parce que c'est un roturier, et que Julie lui obéit. Et Julie va épouser le baron de Volmar, quelqu'un qui est de la même génération, un camarade du service militaire de son père, et elle va en quelque sorte entrer dans le mariage comme on entre au couvent, c'est-à-dire avec un renoncement total à la passion et aux délices du sentiment. Et par contre, c'est là que Rousseau fait un pari très audacieux. Elle va entièrement transformer cette énergie au profit du travail sur une communauté sociale, une communauté économique, la petite métairie de Clarence, qui va devenir un modèle
de bonne société pour toute la postérité et qui va inspirer énormément les théoriciens de la Révolution française. Donc, Madame de Staël n'est pas une lectrice naïve et elle reconnaît dans la seconde partie de la Nouvelle Héloïse qu'il y a ce côté constructif des énergies recyclées au profit d'un projet communautaire et social parce qu'il y a une grande frustration au niveau du destin sentimental personnel. Elle reconnaît également que c'est un échec et que, en dépit du fait que l'on s'impose une discipline de fer et que l'on tient ses engagements, eh bien, finalement, cette passion est irrépressible et qu'il y a un décès qui scelle les choses tout à la fin. Alors, c'est une chose importante que ce premier texte important sur la Nouvelle Héloïse, qui vient de Paris, écrit par une Genevoise d'origine et qui marque le terrain au moment même où son contemporain, François Verne, qui est lui de 1765, donc il a juste une année de plus, va écrire son premier grand texte à propos de l'exil de son père à Constance. Alors, qui est François Verne? C'est le fils du pasteur Jacob Verne, qui était un des rares et un des meilleurs amis genevois de Jean-Jacques Rousseau durant toutes ces années d'exil. C'est assez important parce que Jean-Jacques Rousseau tenait Jacob Verne un tout petit peu comme son ambassadeur et son dépositaire, son diffuseur à Genève. C'est à lui qu'il envoie des caisses de la lettre à d'Alembert sur les spectacles pour qu'il les répande à Genève. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'une brouille entre eux parce que Jacob Verne n'est pas tout à fait d'accord sur la façon dont Rousseau croit défendre Genève contre l'article Genève de d'Alembert dans l'encyclopédie. Et surtout, donc ça c'est en 58, mais en 61, c'est à Jacob Verne que Jean-Jacques Rousseau adresse, toujours par le biais de son éditeur d'origine genevoise, mais qui est établi à Amsterdam, Marc-Michel Rey, des caisses pour qu'il les diffuse de la Nouvelle Héloïse. Alors, c'est une chose importante parce que Jean-Jacques Rousseau adresse à son ami Jacob Verne le mode d'emploi, en quelque sorte, le but du roman. Et c'est intéressant parce qu'on le trouve nulle part ailleurs. Voilà la lettre qu'il écrit à Jacob Verne le 24 juin 1761. « Julie dévote est une leçon pour les philosophes et Volmar athée en est une pour les intolérants. » Voilà le vrai but du livre. Donc l'idée, et Jean-Jacques Rousseau en parle de façon abondante et dramatisée dans les Confessions, c'est qu'on est véritablement et littéralement au bord d'une guerre civile en France à cause du durcissement de l'antagonisme entre le parti des philosophes matérialistes athées et d'autre part des bigots, des dévots, ce que Voltaire appelle comme le parti de l'infâme, c'est-à-dire les catholiques intolérants à l'égard de tout athéisme. Pour calmer le jeu, Jean-Jacques Rousseau se propose de faire cet attelage, si j'ose dire, improbable, d'une Julie croyante, mais croyante plutôt de la religion naturelle à laquelle adhère Jean-Jacques Rousseau et qu'il expose dans la profession de foi du vicaire savoyard, et qui sent la conviction que Dieu existe et qu'il y a une providence ne pourrait pas exister. Et d'autre part, son mari, Volmar, qui est un athée, qui est un philosophe et qui est extrêmement rigoureux pour appliquer, selon des règles de l'éthique et de la morale, un bon fonctionnement du domaine qu'il dirige.
et qui prétend se passer de religion. Donc c'est très important que cet enjeu que souligne explicitement Jean-Jacques Rousseau quand il s'adresse à Jacob Verne, le pasteur, voilà ce que j'ai voulu faire, que Julie, ma croyante, soit une leçon pour les philosophes athées matérialistes, qui, sans cela, si ce n'est pas bien fait de façon intelligente, ne veulent pas entendre parler d'un parti qu'ils caricaturent comme le parti dévot. Et symétriquement, Montvolmar, j'ai fait une concession aux philosophes athées, auxquels je ne crois pas moi-même, mais c'est un philosophe athée qui peut être un athée vertueux. Quand il écrit le roman, Jean-Jacques Rousseau voudrait croire qu'on peut être un athée vertueux. L'enjeu est donc placé sur une polarisation tout à fait religieuse. Alors c'est intéressant parce que François Verne comprend très bien tout ça. Il est le fils du pasteur Jacob Verne, mais il va complètement déplacer la polarisation et l'antagonisme sur le plan politique. Et on quittera donc le plan des confrontations religieuses. Alors il faut dire pour cela, pour comprendre ce qu'a écrit François Verne en 1786, la même année où Madame de Staël sort son livre qui a un grand succès de lettres sur Jean-Jacques Rousseau, et notamment la lettre sur la Nouvelle Héloïse, eh bien, François Verne va écrire sur son père une sorte d'œuvre d'hommage de piété filiale à cause de son exil. Pour cela, il faut dire un mot de la Révolution genevoise de 1782. Donc, rappelons qu'il y a une oligarchie de patriciens extrêmement en train de défendre des privilèges et qui n'est pas prête, cette catégorie sociale restreinte, à les partager. Au contraire, il y a des pressions de ce qu'on appelle les bourgeois et les natifs qui finalement réclament de façon si puissante un meilleur partage, un partage égalitaire des droits civiques, qu'ils occupent Genève en février 1781 et qu'ils octroient égalité civile aux natifs, aux habitants de la campagne et aux sujets de la campagne. C'est donc une révolution avec des aspirations sociales élargies qui se joue en 1781-82, et le pasteur Jacob Verne a le tort, peut-on dire, puisqu'il sera du côté des vaincus finalement, d'y participer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que l'aristocratie genevoise appelle à son secours Louis XVI. Elle est soutenue par cela par l'oligarchie de Berne et de Zurich, qui a très peur d'une contamination des états d'esprit réclamant plus d'égalité pour les couches populaires. Et donc, avec une coalition qui était improbable au départ, on croit rejouer l'escalade de 1602 à l'envers. C'est cette fois l'oligarchie de Genève qui appelle à son secours le roi de France, le roi de Sardaigne et l'armée bernoise. Et cette coalition va l'emporter et finalement va reprendre le 2 juillet 1782. Les révolutionnaires se rendent. Genève est reprise par cette coalition qui rend le pouvoir politique à l'aristocratie. Il y a donc réinstauration d'un régime aristocratique et très autoritaire qui se trouve renforcé. C'est le triomphe momentané des réactionnaires en 1782. Alors, ces représentants natifs qui ont perdu la partie, puisque leur coup d'État, en quelque sorte,
finit vaincu, sont réprimés de façon extrêmement sévère et violente, et Jacob Verne fait partie de ceux qui vont s'exiler à Constance. Donc on a des exilés qui sont plutôt des représentants, c'est-à-dire ceux qui réclament plus d'égalité et de partage de privilèges avec des couches sociales qui n'en avaient pas, qui en étaient privées, qui se retrouvent à Constance. Et donc, c'est là que François Verne, en 1786, alors qu'on est 4 ans après les faits, il écrit un voyage sentimental, donc le titre est inspiré de Laurence Sterne, où il représente cette petite communauté d'exilés qui ont émigré à Constance parce qu'ils ont échoué à réformer le Petit Conseil et à obtenir plus de liberté politique pour le peuple. Alors c'est très important parce qu'on est en cette fin de siècle à un moment où le roman d'exilé va jouer un très grand rôle. Et dans le roman Adélaïde de Clarencé, voilà que François Verne va suivre l'exemple de Rousseau. Rousseau accorde une place valorisante à un philosophe athée, Volmar, alors qu'il désapprouve en principe le fait d'être athée, puisque lui-même se dit croyant. Vous connaissez la grande querelle avec Voltaire, la lettre sur la Providence, après la lettre sur le tremblement de terre de Lisbonne de Voltaire. Eh bien, François Verne va suivre cet exemple et il va insérer dans Adélaïde de Clarencé, qui est vraiment à l'éloge des forces progressives qui demandent un meilleur partage égalitaire, plus de justice et plus de liberté, eh bien, il va faire un petit roman sur des émigrés, mais cette fois pas des émigrés battus à Genève parce qu'ils sont pour un meilleur partage populaire, mais des émigrés aristocratiques chassés par la Révolution française. Et c'est donc tout à son honneur d'intégrer, au fond, le drame d'une classe sociale à laquelle il n'adhère pas lui-même. Cette révolution de 1782, on ne saurait sous-estimer le traumatisme qu'elle a causé, et j'avais l'occasion pour le 1er août, là où j'habite, pour les 3 chênes, nous avons dans le cimetière le grand peintre néoclassique Saint-Ours, et son tremblement de terre. Vous avez une très belle version au Musée d'art et d'histoire de Genève, une autre très belle version au Musée des beaux-arts de Lausanne. Eh bien, ce tremblement de terre reprenait beaucoup l'allégorie du traumatisme qu'il avait vécu de cette classe populaire ébranlée, saccagée par le fait que sa révolution pacifique avait échoué finalement dans une répression tout à fait sanglante. Alors, il faut se rappeler et souligner très fort que Jean-Jacques Rousseau n'a jamais appelé à des révolutions. Alors ça va être un objet de litige que d'utiliser Jean-Jacques Rousseau pour justifier des révolutions, alors que vous le voyez toujours, lui, bien insister que tout ce qu'il dit dans son œuvre établit un horizon normatif par rapport à quoi il veut que des théoriciens soient aidés à réfléchir, à poursuivre une réflexion, mais qu'il n'est pas un agitateur qui veut qu'on le suive et qui veut mener des batailles de violence sociale. Cependant, après la Révolution française de 1789, c'est assez rapidement que apparaît un hommage des grands révolutionnaires
à Jean-Jacques Rousseau, récupéré comme père tutélaire de la Révolution française. Nous avons fait à la bibliothèque de l'Assemblée nationale à Paris, c'était Allégret qui était le président, eh bien, le commissaire scientifique était Bruno Bernardi. J'avais participé à Rousseau et la Révolution, et c'est justement ce livre que j'ai eu le plaisir de présenter il y a quelques semaines à Livre à Collonges. Donc, Rousseau et la Révolution française, c'est un très grand sujet parce qu'il est tiré à U et à Dia, et tous les partis ont leur lecture et du coup leur Rousseau. Louis-Sébastien Mercier est un des grands auteurs, disciple de Rousseau, qui dès 1791 écrit de Jean-Jacques Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la Révolution de 1789. Donc il va insister sur le rôle de la formation morale dans la philosophie de Rousseau, insistant sur l'apport des femmes. Deuxièmement, ses luttes contre le préjugé de noblesse et les inégalités féodales. Rappelons-nous la vigueur de l'article économie politique de Rousseau à la lettre E de l'encyclopédie. Et puis l'amour de la nature, écouter les leçons de la nature et essayer de restaurer un lien social plus proche du bon sens en étant à petite échelle et plutôt que de réfléchir que dans des centres urbains qui ont perdu tout contact avec la santé de la nature et qui ainsi font oublier la vocation essentielle de l'homme. L'homme est dénaturé, il est corrompu en ville, eh bien, le retour à la nature permettrait précisément de remettre la vie communautaire et la vie sociale sur de bons rails. Il y a donc ici un nombre d'auteurs qui vont suivre Louis-Sébastien Mercier et considérer que l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau prépare la Révolution française et l'encadre d'un point de vue philosophique et moral, en se présentant comme un bréviaire de bonne marche, de bonne morale sur le plan domestique, le foyer, c'est le cas dans la Nouvelle Héloïse, sur le plan citoyen, dans les communautés, quelle que soit leur échelle, et de façon plus générale dans la vie collective, avec ce contre-modèle, notamment à la fin de la lettre à d'Alembert, des fêtes collectives et participatives surtout, où il n'y a plus de hiérarchie, les fêtes de Saint-Gervais. Donc, éloge des petites communautés rustiques. Alors, c'est là qu'on peut voir des œuvres de nature très différente. Certaines vont suivre des utopies, donc on ne va pas s'occuper de ce qu'il y a de sanglant, de conflictuel et de lutte extrêmement féroce dans la Révolution française. On va continuer à établir des sortes d'idéaux, de modèles idéaux de société sur le modèle de l'utopie de la communauté de Clarence dans la deuxième moitié de la Nouvelle Héloïse. Par exemple, nous avons les aventures de Jérôme Lecoq ou les vices du despotisme et les avantages de la liberté par Henriquez, qui est le professeur des belles-lettres au collège de Blois. Donc c'est un Français ici qui, en 1794, sort cet ouvrage qui montre une société égalitaire où il n'y a plus de répartition entre des dominateurs et des oppressés. Toutes les différences de classe ont
disparu, l'organisation est régénérée, ça c'est un terme clé de la Révolution française, il faut régénérer des énergies, l'ancien régime est fatigué, il est à bout de course, les élites aristocratiques ne voient pas elles-mêmes combien elles sont épuisées, et la vigueur est dans les courses, les classes populaires. Donc il y a une révolution qui doit ici, sur le modèle de la vigueur de l'œuvre de Rousseau, déboucher sur ces communautés radieuses. Alors on montre les communautés radieuses au lieu d'affronter la question des conflits. C'est justement là où François Verne va se distinguer, puisqu'il va, au lieu de montrer une utopie, il va montrer les conflits. Donc il y a déchirement autour de la récupération de l'œuvre de Rousseau. Si on prend la communauté de Clarence, il y a vraiment deux lectures que supportent tout à fait le texte. D'une part, vous avez une lecture antiféodale qui est justifiée. Vous avez ce domaine de Clarence qui est géré de façon quasi collective et qui est à l'abri de toutes les monarchies qui encerclent l'Helvétie. Mais d'autre part, d'autres diront au contraire que si ça marche, Clarence, c'est que M. de Volmar tient en maître du domaine les choses d'une main de fer. Et pourquoi ne serait-il pas l'allégorie d'un bon roi? Donc déjà là, il y a des éléments qui prêtent à discussion. Mais ce que va retenir beaucoup François Verne comme étant au cœur de l'intrigue qu'il bâtit, c'est la question de la piété filiale de Julie. Une fille qui accepte la règle cruelle d'un père qui refuse un déclassement social pour sa fille, en refusant l'amour de sa vie qui est le jeune Saint-Preux, et lui imposant d'épouser Monsieur de Volmar, qui est de la même génération que lui. Voilà que le père, le baron d'Étanges, se montre despotique. Alors on admire la piété filiale de Julie, qui accepte la loi du père, le vœu exprimé par le père. On verra que chez François Verne, le bien fondé d'une telle acceptation est remise en question, est questionnée. Et là où Julie, épuisée à la fin de la Nouvelle Héloïse, mourait de pleurésie, elle ne s'est pas suicidée, elle s'est jetée dans le lac au niveau du château de Chillon pour sauver son petit garçon qui était tombé dans l'eau, et c'est accidentellement, mais un freudien dirait à son insu, elle est bien heureuse de mourir de cette façon. Alors que l'héroïne Adélaïde, désolé de vous spoiler, l'héroïne de François Verne va de façon volontaire se jeter dans l'Arve pour se suicider, après avoir essayé autant que possible, aussi loin que faire se pouvait, de répondre aux vœux de son père, qui ne veut absolument pas qu'elle épouse l'homme qu'elle aime, Versant, qui est précisément du côté de ces forces progressives qui en appellent à des révolutions. Donc là, on a deux antagonistes, deux lectures possibles politiques du petit domaine de Clarence. Soit une lecture cynique, ça ne marche que parce qu'il y a un autoritarisme, on veut bien qu'il soit caché, mais il est là, et si on laissait simplement cette collectivité marcher d'elle-même, eh bien ça ne marcherait pas. Cette question politique va remplacer entièrement la question religieuse qui, selon Rousseau, prédominait dans la Nouvelle Héloïse. C'est en tout cas ce qu'il écrivait au papa de François Verne, Jacob Verne. Et chez François Verne, le fiston, c'est vraiment le conflit politique. Est-ce que l'on peut, sans être naïf,
partager un idéal qui croit que les révolutions peuvent déboucher vers de belles choses. Alors, François Verne n'a pas renoncé totalement à faire lui aussi du rousseauisme constructif et, comment dire, naturaliste. Hein. Nous allons nous concentrer sur le roman conflictuel au niveau de la politique genevoise. Notons quand même qu'il a lui-même écrit, c'est Catherine Hassett qui l'a découvert, une lettre écrite des glaciers des Alpes à Adélaïde de Clarencé sur le modèle du bonheur trouvé par Saint-Preux dans son excursion dans le Haut-Valais dans la première partie de la nouvelle Héloïse. Donc, encore une fois, une grande partie de l'héritage de Rousseau consistait à développer des modèles normatifs, des héritages, des modèles à atteindre, donc des utopies. Ça n'est pas le parti pris de François Verne. Alors, il y a la vie politique à Genève. On a parlé de la Révolution de 1782. Le Parti progressiste l'emporte et il faut une coalition extérieure qui la mate. Hein, c'est important parce qu'on a en quelque sorte une escalade à l'envers et François Verne sera l'un des grands promoteurs à partir de 1794 et jusqu'en 1798, figurez-vous qu'on va refêter la fête de l'escalade alors que sous la restauration d'une oligarchie autoritaire et dure, puisqu'elle avait bénéficié de l'apport des troupes françaises et sardes et bernoises, il était interdit de célébrer l'escalade. Eh bien, la Révolution française n'est pas à oublier. François Verne fait sa carrière politique, il prend des charges administratives importantes à Genève. Par contre, on doit être aussi à l'écoute de ce qui se passe à Paris. Il espère d'ailleurs beaucoup. Son roman, je vous ai dit, a connu une édition, c'était à Paris, et il a un diffuseur à Paris dont il espère beaucoup. Alors, c'est après 1789, c'est la Révolution en France qui l'emporte, et ça n'est pas du tout le scénario genevois. Hein. Quand François Verne écrit Adélaïde de Clarencé, c'est un roman qui va paraître en 1796. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu les événements de 1789, puis de 1790, etc. Il y a eu en 91-92 la coalition dirigée par le duc de Brunswick, les Autrichiens, pour déclarer la guerre à la France. Il y a eu des massacres épouvantables à l'intérieur de la France par les révolutionnaires parce que l'on pensait identifier ceux qui s'apprêtaient à aider les troupes monarchistes et féodales qui voulaient réinstaurer l'ancien régime. Donc il fallait faire du nettoyage interne et ça a été d'une sauvagerie terrible. Il y a eu ensuite l'instauration d'un certain nombre de nouveaux régimes jusqu'à l'instauration du régime de terreur, et tout cela ne doit pas être passé sous silence. Donc on a une révolution française qui s'est développée dans un certain sens et qui n'a pas du tout pris le même chemin d'une répression réussie des forces progressistes que ce qui s'était passé à Genève en 1782. Donc, quand il écrit en 1796, François Verne va situer son action
sur une tranche de 2 ans. L'action d'Adélaïde de Clarencé, c'est entre 1790 et 1792. C'est donc 2 ans, alors que la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau se déroulait dans une chronologie qui était au milieu du siècle. On sait que les 4 ans du voyage autour du monde de Anson, dans les années 1750, est une façon de bien identifier l'époque où ça se passe exactement. 1 an et demi pour la première partie, 4 ans d'ellipse, le tour du monde de Saint-Preux, et puis 4 ans à peu près, l'utopie de Clarence. Ici, dans le cas d'Adélaïde de Clarencé, c'est 2 ans seulement, et en fait, les lettres sont datées. Toutes les lettres sont datées entre 1790 et 1792. Quand il écrit, nous avons parlé de la réhabilitation du rôle reconnu à Jean-Jacques Rousseau dans les figures tutélaires de la Révolution française. Eh bien, il y a également ces 2 événements qui sont la préparation de l'entrée des cendres de Rousseau au Panthéon, ça sera en 1794, mais nous avons déjà en 1793 à Genève l'érection d'une haute colonne au Parc des Bastions actuel, le bastion bourgeois, avec un buste de Jean-Jacques Rousseau, très révolutionnaire, et qui est érigé là, et qui est l'œuvre de Jean Jacquet. Quand il y aura la restauration, ce buste sera démoli et on aura bientôt le concours d'un Rousseau beaucoup plus œcuménique. Ça sera celui de Pradier sur l'île Rousseau. Mais François Verne est un de ceux qui est à l'origine de ce buste de Rousseau. Et tous les 24, non seulement on fête l'escalade le 12 décembre, mais chaque 24 juin, depuis 1794 jusqu'à 1798, quand viendra la République helvétique et le département du Léman, eh bien, il y a une fête de Rousseau devant le buste de Rousseau, un Rousseau chantre de la Révolution, un Rousseau qui aurait pu être l'un des révolutionnaires. Alors le titre qui est donné, Adélaïde de Clarencé, ou les malheurs et les délices du sentiment, lettre écrite des rives léventines, recueillie et publiée par François Verne de Genève. Donc malheurs et délices du sentiment, on sent qu'il y aura ici une dialectique entre une aspiration au bonheur et une pente tragique. Lettre écrite des rives lémentines, ça c'est assez gourmand, cette épithète, cet adjectif, non pas lémanique, mais lémentine, avec un petit souvenir de levantine aussi, puisqu'il y a tout un imaginaire turc que l'on peut, je l'ai fait dans mon livre, solliciter à propos de patrons sous-jacents pertinents pour la Nouvelle Héloïse. En tout cas, lémentine, on sent qu'il y a un hommage à la Nouvelle Héloïse. La première partie de la Nouvelle Héloïse se déroulait à Vevey, la seconde à Clarens. Donc le Genevois Jean-Jacques Rousseau avait décalé du côté d'une urbanité beaucoup moins peuplée, des petites bourgades rustiques, le décor de son intrigue. Alors ici, on aura les rives lémentines dans le titre, alors que chez Rousseau, c'était lettre
de deux amants habitant au pied des Alpes, donc c'est plutôt la montagne qu'on nommait, mais le Léman était le grand protagoniste du roman, comme j'ai tenté de le montrer. Ici, le Léman est dans le titre même, mais paradoxalement, alors que le Léman est dans le titre du roman de François Verne, ça sera surtout la rivière de l'Arve qui va jouer un rôle, y compris par le fait qu'elle accueillera le suicide d'Adélaïde tout à la fin. Adélaïde est dite de Clarencé, donc c'est son nom de famille. Il y a également ici un hommage à Clarence qui est évident. Elle est clarencée en quelque sorte, elle est formatée au diapason de Clarence. Avant même que le roman commence, cette héroïne dont on va lire l'histoire, Adélaïde de Clarencé, postule en quelque sorte qu'on ait intégré au préalable la lecture de la Nouvelle Héloïse et que l'on connaisse l'intrigue de cette histoire qui est indissociable de l'utopie sociale de Clarence. Alors, je vous rappelle ces événements terribles qui sont là en arrière-plan. La déclaration de guerre entre la France et l'Autriche le 20 avril 1792, suivi bientôt du 2 au 7 septembre par ces massacres terribles de gens supposés sympathisants d'un retour de l'Ancien Régime et donc qui n'ont pas eu la précaution de partir en émigration et qui sont massacrés un peu dans toute la France. Il y a d'autre part ensuite la Convention nationale qui se réunit 1er septembre 1792, l'abolition officielle de la monarchie. En janvier 1793, l'instauration du comité de salut public, suivi bientôt le 21 janvier par on guillotine le roi Louis XVI. Et puis, le 5 septembre 1793, c'est l'instauration de la terreur, suivie pas très longtemps plus tard parce que l'histoire s'emballe, c'est le 28 juillet 1794 que Robespierre est guillotiné à son tour. Donc il y aura des éléments que connaît très très bien François Verne, qui donneront des raisons au père d'Adélaïde pour être contre la Révolution française. La Révolution a montré des côtés de férocité à propos desquels il ne faut pas forcément s'aveugler. Rousseau, je vous l'ai dit, est au cœur de tout ça, puisque avant même la disgrâce de Robespierre, le 14 avril 1794, il est décidé par le vote du Comité de salut public du transfert de ses cendres d'Ermenonville au Panthéon. Robespierre est guillotiné entre-temps. Il n'en reste pas moins que le 11 octobre 1794, il y a cette très grande cérémonie qui est le transfert des cendres de Rousseau au Panthéon. Alors, c'est une chose importante qu'il me semble que comme l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, la Nouvelle Héloïse, se passe à Vevey et Clarens, elle semble avoir comme destinataire peut-être les Genevois qui sont ses concitoyens d'origine, mais pas du tout. Le vrai public visé, c'est les Parisiens, c'est Paris, qui doivent, au cœur de cette ville trop grande, trop pleine de miasmes, où l'homme est corrompu et dénaturé, réfléchir sur quelque chose qui n'est même pas dans leur horizon mental, c'est le bonheur des petites bourgades rustiques en Helvétie et sur leur organisation sociale non féodale et non monarchique. Eh bien, c'est la même chose pour François Verne. Il va réfléchir sur la Révolution à Genève avec un échange d'idées,
là où en France il n'y a plus d'échange possible, puisque les partis ne se parlent plus, ils s'entredéchirent, ils se massacrent les uns les autres, et donc entre le père d'Adélaïde et son fiancé impossible qui est Versant, qui est une projection, c'est l'anagramme de Verne, il se met lui-même en scène comme aspirant à cette fille d'un aristocrate qui ne veut pas entendre parler de lui à cause de ses idées. Mais au moins, il y a des échanges possibles. Et à Paris, François Verne a un émissaire, un ambassadeur. Comme Jean-Jacques Rousseau, depuis Hermonville et Paris, avait un ambassadeur, c'était Jacob Verne, eh bien, François Verne, qui écrit à Genève, a un ambassadeur à Paris, et c'est, je le dis avec modestie, mon ancêtre, Jean-Baptiste Say, c'est du côté de ma mère, du côté Bruneton, que c'est un de mes ancêtres. C'est donc un grand tenant, un grand adepte des leçons d'économie d'Adam Smith, qui a adhéré au parti des Girondins et qui est donc un très proche de Mirabeau. Et c'est à lui, à ce Jean-Baptiste Say, que François Verne confie les intérêts espérés du succès de ce roman qui n'en aura pas. Donc nous avons ici une sorte de symétrie entre la situation de Rousseau comptant sur Jacob Verne pour que les bonnes idées de la Nouvelle Héloïse essaiment à Genève, et au contraire, François Verne qui écrit à Genève et qui compte sur Jean-Baptiste Say pour que les bonnes idées essaiment comme elles le méritent à Paris. Alors, le roman s'ouvre sur une remarque un peu inattendue. Les rives lémentines sont encore pleines de souvenirs de l'infortunée Adélaïde de Clarencé. Peut-être son histoire offrira-t-elle dans son plan des rapprochements avec celui de quelques romans célèbres, mais l'éditeur n'a pas cru devoir l'altérer pour lui donner un caractère bien tranché d'originalité. Donc il y a un aveu assez inattendu ici, selon lequel, au nom de la vérité, mais c'est une vérité purement fictionnelle puisque c'est un roman à son tour, on n'a pas essayé de gommer des ressemblances criantes avec l'action de la Nouvelle Héloïse, alors que celle-ci choque et que le romancier reconnaît qu'il aurait été beaucoup plus habile de dissimuler ces ressemblances. Il y a donc de façon assumée une situation d'émulation qui invite à la comparaison régulière de ce qui se passe entre notamment Volmar et Julie, ou le baron d'Étanges et Saint-Preux, dans la Nouvelle Héloïse, et d'autre part le dispositif des personnages, et en particulier Monsieur de Clarencé, le père, aristocrate, conservateur réactionnaire, qui ne voit que du poison dans la Révolution française, sa fille, qui est un peu écartelée, qui est complètement dans la piété filiale, mais qui comprend très bien la générosité et qui aime son fiancé Versant parce qu'il est du côté de ceux qui réclament plus d'égalité, plus de justice et plus de liberté. Donc, la préface annonce que ce livre sera étroitement associé sur les rebondissements politiques récents des révolutions de Genève et de Paris. Le livre commence par des caractérisations nationales assez drôles par leur côté caricatural des Français et des Genevois. On ne s'étonnera pas, toutes les qualités sont reconnues aux Genevois et tous les défauts aux Parisiens. On est aux Français, on est tout à fait dans un partage des caractérisations nationales qui sont communes et qui sont héritées du livre de Beate de Mouralt, Lettres sur les Anglais et les Français,
nous avions une contamination de ces caractérisations nationales à l'emporte-pièce, aussi bien dans la Nouvelle Héloïse que dans d'autres œuvres de Rousseau. Hein. Les Français sont comme ci, comme ça, les Anglais sont comme ci, comme ça, et puis alors les Suisses, non, pardon, pas les Suisses, les Genevois. Hein, les Genevois, donc ici, les Français sont agités, sont énervés, les Genevois ont une grande sensibilité expansive, ils sont capables d'amitié, ils sont soumis au charme des doux sentiments. Les Français sont dans le clinquant et l'esbrouffe, etc. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est un peu douloureux. Donc, nous avons aussi un autre personnage qui s'oppose, parce que c'est un roman riche et je ne voudrais pas le réduire au squelette de 3 personnages. Donc, Delarin, le meilleur ami de Versan, est un Don Juan et il a horreur de la perspective que des femmes puissent se faner. Donc, il est tout le temps pris par la nécessité de changer, de renouveler, et c'est quelque chose qui déjà annonce une réflexion très profonde sur le temps long d'une relation qui sera également dans l'héritage assumé de la Nouvelle Héloïse, le grand roman Adolphe de Benjamin Constant, où l'on passe à travers la longueur des années par les phases de désir, de passion, les débuts de la relation, et puis peu à peu l'indifférence, le dégoût et le désamour, la perte de l'amour. C'est l'occasion de dire que c'est un très bon souvenir, puisqu'on vient d'évoquer Benjamin Constant, que l'exposition qui a été mentionnée tout à l'heure, je rappelle ce très beau catalogue, Germaine de Staël et Benjamin Constant, L'esprit de liberté, qui était l'exposition que nous avons faite avec plusieurs personnes que vous connaissez bien ici, que ce soit Catherine Assette, que ce soit Léonard Burnand, que ce soit Stéphanie Genant, et j'ai également François Rosset, et j'ai également participé à ce catalogue. Alors, je vais achever. Donc, ce sont les droits de l'homme qui sont détestés par Clarencé, l'utopie d'un bonheur universel. Ce sont des élucubrations d'agitateurs. L'idée, au contraire, chez Versan, c'est que la nature réclame chez tous les hommes les mêmes droits au bonheur. Pour Versan, son beau-père potentiel est un homme à préjugés, ce qui est grave. Au contraire, pour l'aristocrate Clarencé, ce jeune aspirant gendre est un homme d'opinion et rien n'est pire. Alors, nous avons un grand héritage de Rousseau devant l'émoi provoqué par les décors. Donc, la mélancolie des personnages se traduit par la description des états d'âme devant des paysages, et c'est les bords de larves qui ont la part la plus belle. Mais dans toute la seconde partie, étudiée par Catherine Assette, on va refaire tous les pèlerinages des lieux de la Nouvelle Héloïse. On va aller très longuement à Clarens, on va aller voir les rochers de Meillerie, on va aller sur le Valais, sur les monts du Valais, pour ressentir in situ, dans l'expérience réelle, mais n'oublions pas qu'il s'agit de nouveau d'un roman, les sentiments éprouvés par les héros de Jean-Jacques Rousseau. Un autre intertexte très important est celui de Paul et Virginie, qui est lui aussi dans l'héritage de la Nouvelle Héloïse, mais qui est déplacé dans un imaginaire exotique. Nous avons donc le suicide volontaire de l'héroïne Adélaïde à la fin, qui s'inscrit dans le lignage
assumée de deux modèles. La Nouvelle Héloïse, où il y a des discussions interminables de Saint-Preux sur le suicide, et c'est un mérite énorme de Jean-Jacques Rousseau d'avoir renoncé à faire se suicider aucun de ces deux personnages, malgré la tentation et le succès romanesque facile qu'il aurait retenu. Il y a une thématisation sur le fait que, non pas par la peur de l'enfer ou de quoi que ce soit, il ne faut pas se suicider. Mais entre-temps, 1774, est paru Werther, la solution facile de Goethe, hein, quelqu'un qui éprouve, qui est au paroxysme de la douleur du chagrin d'amour, ne surmonte pas ça comme Saint-Preux ou comme Julie au profit de mettre cette énergie de substitution pour une cause de progrès social et communautaire, mais un peu égoïstement, hein, va se suicider. Et vous savez que l'issue du Werther de Goethe va provoquer une vague de suicides réels. Alors, Paul et Virginie et la Nouvelle Héloïse sont des intertextes qui sont sollicités d'un des buts à l'autre du roman. Les droits de l'homme et du citoyen sont sollicités à tout moment par Versant et associés étroitement au génie de Rousseau et à son aspiration à la liberté. Au contraire, je ne voudrais pas achever sans lire certains mots du père de Clarencé, parce que précisément, c'est le mérite de François Verne d'avoir accepté de se faire l'avocat du diable. Alors d'abord, voyons Adélaïde elle-même qui dit à son amant, hein, sans doute vos opinions sont fondées, vos opinions que ne supporte pas mon père, elles me paraissent du moins respirer l'amour de l'humanité autant que celle du bien de l'État. Mais, et c'est là qu'elle intériorise en fait le point de vue de son père, cet amour lui-même est-il toujours un bon guide ou n'exalte-t-il pas souvent les têtes précisément en ce qu'il donne plus d'énergie aux passions? Ce sera la grande ligne d'argumentation de la part de Clarencé, le père aristocrate, c'est qu'il y a une illusion totale de se mettre dans cet idéal naïf d'égalité, mais la perte de contrôle par une autorité va favoriser immanquablement ce qui a eu lieu en France, et les voisins français viennent d'en donner le spectacle le plus sauvage, ce qui va favoriser l'émergence d'hommes que leur passion de domination régisse tout entier, et que les idéalistes du départ, qui étaient pleines de bonnes intentions, finalement deviendront minoritaires. Donc il y a cette grande argumentation qui court durant tout le livre, et qu'il est toute... c'est vraiment... On doit être redevable à François Verne d'avoir ouvert son roman à des prises de parole argumentées de qualité du parti adverse auquel il ne croit pas. François Verne est un progressiste, il est pour du progrès social. Eh bien, le père d'Adélaïde, lui, peut s'exprimer et de façon développée. Alors, je ne traite pas de la petite histoire enchâssée, qui était celle des émigrés. C'est une histoire atroce où les émigrés aristocrates français subissent le pire des destins de persécutés, et les révolutionnaires qui les maltraitent sont vraiment comparés à des bêtes sauvages. C'est donc un paradoxe de plus que ce soit
monsieur de Vaucluse, hein, qui rappelle les sources de la Sorgue et le lieu qu'habitait Pétrarque, eh bien, cet aristocrate qui a une vie intérieure infiniment riche va se retirer à Constance, là où il y a dans la vraie vie le père de François Verne, mais pour des raisons opposées politiquement, il se retrouve là. Et c'est le comble, c'est que cet aristocrate va être traité de véritable Émile, puisqu'il va trouver le bonheur en se recyclant, lui qui était un aristocrate, dans le travail quotidien du labourage. Il va labourer. Voilà. Alors, juste peut-être pour terminer, une façon de montrer à quel point le nœud de tension dans lequel se situait Adélaïde de Clarencé était impossible à résoudre. Elle intériorise la qualité de l'argumentation de son père. Hein, c'est ici dans la première partie. Mon père s'éleva, la lettre 24, mon père s'éleva selon sa coutume avec beaucoup de chaleur contre les innovations qui s'opéraient ou se préparaient en France et qui devaient amener infailliblement la subversion complète de ce beau royaume. La liberté, disait-il, ouvre un vaste théâtre à toutes les passions, à toutes les espèces d'ambitions. De grandes révolutions demandent de grands hommes, et chez les peuples corrompus n'ont produit que trop souvent de grands ambitieux. Ils ôtaient au peuple tous les freins qui les retiennent pour s'en servir à leur gré, mais bientôt le mouvement de ces peuples les entraînant eux-mêmes, ils en tombaient les premières victimes et finissaient par sentir que l'esclavage des passions est encore préférable à leur liberté. La qualité du raisonnement de l'aristocrate clarencé montre que dans toute la bride lâchée sur les désirs des idéalistes naïfs, on aboutit inévitablement à une situation amère de regret où l'on a la nostalgie du temps où les passions étaient rendues en esclavage, alors que la pseudo-liberté a débouché à l'émergence de tyrans autocrates. Voilà, alors il y aurait évidemment encore beaucoup d'autres points à traiter. Peut-être juste un mot de conclusion. Il s'agit donc d'une jeune fille prise entre un père inflexible, absolument sceptique quant à toute bonne évolution possible, à ses yeux impossible, de la Révolution française. Dans le cas de Julie, par rapport à son mari Volmar, qui était plus âgé qu'elle, elle acceptait de se sacrifier au nom de cette transfiguration, donc de passer d'un idéal de vie amoureuse comblée à un idéal de vie sociale utile. Et cette énergie, hein, c'est un concept, encore une fois, je vous ai parlé de ravigorer, cette énergie peut être en quelque sorte transférée d'un registre à l'autre. Elle est transférée dans la réussite du modèle de Clarence. Alors, François Verne est dans l'émulation de bout en bout, donc il ne va pas, dans la seconde partie du roman, élaborer un modèle comparable à celui de Clarence. C'est là qu'on a progressé des Lumières, on peut dire, à l'âge romantique. La seconde partie va, en quelque sorte, approfondir une nostalgie maladive et toxique de se complaire dans les lieux qu'avaient habité Julie et Saint-Preux, et l'on va développer un imaginaire macabre, des songes mortifères, on va accueillir les signes annonciateurs du destin fatal, et finalement il y aura ce suicide conclusif.
On a donc un roman qui est en émulation serrée avec son modèle. On voit qu'il ne le copie pas, ce n'est pas du copier-coller, mais il y a une volonté d'exhiber les ressemblances au nom quand même de déplacements qui sont tout à fait louables de la part du second venu, de déplacer une problématique qui était encore philosophico-théologique chez Rousseau en une nouvelle problématique qui est absolument arrimée à l'actualité de son temps, qui est celle des soubresauts politiques et de la question de la justification ou non de la révolution. Je vous remercie.